Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement réunis à Dakar ce matin pour participer au 15e sommet de la francophonie, l'élection du successeur de Abdou Diouf à la tête de l'organisation depuis 12 ans à l'ordre du jour. Les populations du deux plateaux d'Okuy menacées par un ravin, leur cri de cœur également dans ce journal. Sport football, Coupe de la Confédération africaine de football, le COE Sport de San Pedro rencontre à la Ligue d'Égypte cet après-midi, ce sera à 15 h. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le 15e sommet de la francophonie. L'événement a ouvert ses portes ce matin. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement à Dakar au Sénégal pour y participer. Les prochaines orientations de l'organisation, l'admission de nouveaux membres, l'élection du nouveau président. Autant de points qui seront abordés à ce rendez-vous. Le chef d'État, le président Alassane Ouattara, y est depuis hier. Et on reste à Dakar où, à l'occasion justement du sommet de la francophonie, honneur est fait à Léopold Sédar Senghor. Je vous invite à aller à la découverte de Joal, sa ville natale. Joal, l'une des plus belles villes du Sénégal. Située sur la côte atlantique à une centaine de kilomètres de Dakar, lieu de naissance de Léopold Sédar Senghor, premier président sénégalais. Poète, il a célébré dans ses textes son paradis d'enfance, Joal, point de passage obligé dans l'univers de celui qui fut un des pères du concept de la francophonie, la maison où il a grandi. Depuis 1976, la maison a été ouverte au public. Parce qu'en 1976, quand Senghor est venu là, c'était avec Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Il a voulu fêter ses 70 ans. Et il a vu qu'ils étaient nombreux au sein de la famille pour pouvoir partager les plats de la maison. Le président leur dit, écoutez, on va faire une chose, on va céder la maison à l'État. Les meubles, les malles, quelques objets de la famille sont conservés à Joal. Mais les biens les plus précieux ont été ramenés dans la maison privée de Senghor à Dakar, laquelle est devenue récemment un musée qui doit être inauguré par le président français en marge du sommet de la francophonie. Tandis qu'à Joal, la mairie attend encore les fonds promis par l'État sénégalais pour rénover la maison familiale. Nous acceptons tel qu'il nous l'a demandé d'être ouverts et de l'admettre comme un homme universel. Et dans ce sens, nous le partageons avec tout l'univers et donc nous le partageons avec Dakar. L'enfance de Senghor à Joal. C'est le petit séminaire de Ngazobile où il a fait ses études primaires. Gabriel Diam est le président du cercle Senghor, guide parfait pour visiter l'établissement catholique privé et pour inciter les élèves d'aujourd'hui à viser l'excellence comme Senghor. Les élèves sont studieux. Surtout ici en Ngazobile, où nous avons des élèves qui ont été choisis après des tests. Au lycée public Léopold Sédar Senghor de Joal, peu d'élèves savent encore qui il était ou ce qu'il mettait dans le concept de francophonie. L'usage du français recule au profit du wolof, même dans cette région de culture sérère. L'engouement qu'on avait au départ, l'engouement que les enseignants, les instituteurs, les professeurs de lettres, les professeurs de manière générale avaient avant, cet engouement baisse d'année en année. Quand on est élève, on doit avoir des sources d'inspiration. Et moi, je dis que Senghor, c'est l'exemple pour tous les élèves. Amoureux des lettres, Elhadj Thiam prépare un bac littéraire. Membre du club de littérature du lycée, il estime que l'œuvre de Senghor peut rassembler les francophones, bien au-delà de Joal, bien au-delà du Sénégal. Plus de 5000 morts dus au virus Ebola et la menace plane toujours. Eh bien, les praticiens de Côte d'Ivoire ont décidé de s'engager dans la lutte. Aucun cas détecté en Côte d'Ivoire, mais la menace plane toujours. Le virus Ebola continue de sévir dans la sous-région. Les praticiens de Côte d'Ivoire, conscients du danger et de leur impuissance face à l'ennemi, décident de s'impliquer dans les actions de sensibilisation. Mais avant, réunion d'information sur l'évolution de l'épidémie de la fièvre hémorragique et les mesures de prévention. L'action est à mettre à l'initiative de l'ONG MTRAS, Médecine traditionnelle, recherche, action sanitaire. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié de la population a recours à la médecine traditionnelle. Large écho sera donc fait de cette formation, assurent les participants. À ce jour, le virus Ebola a déjà fait plus de 5 459 morts, 15 350 personnes au moins sont infectées par le virus.
Les embouteillages à n'en point finir dans la commune de Cocody. Bientôt un lointain souvenir pour les usagers. La municipalité a décidé de prendre ses responsabilités. Démolition donc de portails, barrières et autres dodanes qui auscultent les voies. Opération de démantèlement des barrières, portails et dodanes qui obstruent les voies communales à Cocody. Cette action fait suite à une recommandation du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Avant le lancement de cette opération, le maire de Cocody, Mathias Ankangouan, a tenu des réunions avec les différents syndics de sa commune pour les informer du bien fondé de ce démantèlement des barrières, portails et dodanes qui provoquent les embouteillages. Cette action de démantèlement des barrières, portails et dodanes s'étendra sur toute la commune de Cocody. Bonne nouvelle donc pour les habitants de Cocody. C'était un reportage signé Ami Sissoko. Dans la commune d'Abobo, les populations du quartier Plateau de Cuy, menacées par un ravin, le trou béant profond de plus de 10 mètres ne cesse de se creuser, troublant ainsi le sommeil de quelques 5000 personnes vivant dans la zone. Écoutons leurs cris de cœur. Route dégradée, ravin de plus de 10 mètres de profondeur, inondations à répétition. Nous sommes au quartier d'Okuy, extension dans la commune d'Abobo. Ici vit Barakissa, la trentaine révolue. Elle dit ne pas avoir le choix que de vivre auprès de ce gros ravin. On sait qu'ici là c'est dangereux. La nuit, même de suite là, même s'il pleut là, même ils sont obligés de rentrer dedans là pour fermer les portes. Au-delà là rentre fort. Mais on n'a pas moyen pour sortir. Un ravin qui a déjà fait une victime en 2013. Une fillette de 5 ans emportée par les eaux. Cet enfant, il jouait. Quand il jouait, maintenant, l'eau venait rapidement. Quand l'eau venait, il est tombé en même temps. C'est une petite fille. Elle est tombée dans le trou. Les habitants appellent ce quartier communément Bagdad. Parce que, disent-ils, il n'y a ni foi ni loi. Une population jusqu'ici laissée pour compte. Mais il y a un autre côté à cette histoire. Une histoire dont les habitants ne veulent pas entendre parler. Déjà, le ravin, il a rongé le bas. Il a rongé le bas, comme je l'ai dit, avec le moyen là, ce n'est pas possible. La seule chose, c'est de déménager. La seule chose. Pour sauver la vie, il faut déménager. Pour le moment, le dossier est chez le préfet d'Abidjan et suit son cours. Mais le moment viendra où la mairie agira. Lorsque le plan Orsec va arriver à Bobo ici encore pour dire bon, ok, il faut détruire les maisons dangereuses, on le fera. En attendant, les 5000 habitants de Doku Extension sont toujours menacés par le gros ravin, la pluie et leur enclavement. Au Nigeria, l'actualité est marquée par cette série d'attentats contre la grande mosquée de Kano dans le nord du pays. Au moins 120 morts et 270 blessés dans la plus récente. L'explosion a eu lieu en pleine prière, c'était hier vendredi. La libération en Afrique du Sud des 15 accusés congolais pour un coup d'État fait la une. Les 20 Congolais accusés en Afrique du Sud de complot contre le président Kabila se sont retrouvés à nouveau vendredi devant la barre à Pretoria. Ils avaient été arrêtés en février 2013 alors qu'ils s'apprêtaient à partir dans un camp d'entraînement avec armes et munitions. Finalement, 15 des 20 Congolais ont été acquittés et relâchés faute de preuves. Les témoignages à charge n'étaient pas convaincants. Ces témoins ont été soumis à des examens croisés. En d'autres mots, la véracité de ce qu'ils disent a été mise à l'épreuve. Et je pense que l'accusation reconnaît que le procès contre les 15 accusés a échoué. Explosion de joie à l'extérieur du tribunal. Les 15 Congolais libérés avaient passé plus d'1 an et demi en prison. Je me sens tellement heureux, tellement mieux, malgré que la situation de l'emprisonnement était tellement difficile parce qu'on nous avait enfermés dans des choses qui n'étaient pas vraies. Vraiment, lorsque nous étions partis à la prison, nous avions trouvé devant nos portes cette mention ici, life sentence, qui signifie prison à vie. On ne sait pas, on a fait ça intentionnellement. C'est-à-dire notre emprisonnement était une cabale montée de toutes pièces de la part des gouvernements sud-africains et des gouvernements congolais. Le leader du groupe, Étienne Kabila, qui se fait passer pour le frère du président congolais, doit être libéré sous caution, mais 4 autres accusés restent en prison jusqu'à la reprise du procès en janvier prochain.
Du sport pour terminer, c'est au sport de San Pedro Al-Ali d'Égypte. Le clash, c'est pour cet après-midi. La finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football va se jouer à 15h. Ce sera au stade Champrou à Marcory. En préparation depuis quelques semaines maintenant, le champion de Côte d'Ivoire semble prêt, en tout cas, à s'offrir sa première Coupe d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.